17 octobre 1952. Salle des séances du Kremlin, Moscou. L'air est irrespirable. Une tension si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Les membres du comité central, fraîchement élus 3 jours plus tôt lors du 19e congrès du parti, sont assis en rang serré. Personne ne parle. Personne n'ose croiser le regard de son voisin. Tous savent ce qui les attend, et tous le redoutent. Les lampadaires en cristal projettent une lumière crue sur les visages pétrifiés. Dans les poumons, un goût de cendre. Quelque part, une pendule égrène les secondes. Le protocole a déjà annoncé l'ouverture du plénum. Mais le fauteuil central reste vide. Les minutes s'étirent. Une éternité comprimée dans quelques battements de cils. Et puis un bruit. Le pas lourd, régulier, presque martial, résonne dans le couloir. La porte s'ouvre. Un souffle parcourt la salle, comme une vague invisible. Iosif Vissarionovitch Staline entre. Il s'appuie sur une canne, mais son regard est celui d'un aigle. « Un vieil homme », disent les uns. « Un mourant », murmurent les autres. 2 attaques cérébrales l'ont déjà frappé. Sa voix n'est plus qu'un filet, dit-on dans les couloirs. Et pourtant ce vieillard, que tout le monde croit fini, que le politburo des 10 enterre déjà mentalement, se redresse, pose ses mains sur la tribune, parle, sans une seule feuille devant lui, sans le moindre papier, sans le moindre dossier, sans la moindre note préparée. 1h30. 90 minutes d'une voix qui ne tremble pas, d'un verbe qui claque comme un fouet, d'une pensée qui taille dans la chair de ses propres héritiers comme un boucher dans un quartier de viande. Sans papier pendant 1h30, c'est le mot qui circule à voix basse entre les rangées, incrédule. Staline, le paralytique, l'homme à la main tremblante, parle d'une traite, sans hésitation, sans pause, comme dans ses jeunes années. Chaque mot tombe comme un coup de marteau sur l'enclume du destin. Et chaque coup vise quelqu'un. Dans les premiers rangs, les visages changent de couleur. Gueorgui Malenkov, le dauphin désigné, le successeur que l'on chuchote depuis des mois, devient livide. D'après le témoignage du romancier Konstantin Simonov, assis au 3e rang ce jour-là, le teint de Malenkov devient si pâle que l'écrivain prend peur. Il est devenu blanc comme s'il venait de voir sa propre mort, écrira Simonov dans ses carnets. L'homme qui se voyait déjà sur le trône vacille sur son siège. Il comprend, peut-être avant tout le monde, que ce discours n'est pas un discours, c'est un procès. Un procès à huis clos, sans avocat, sans jury, sans appel. Et l'accusé numéro 1, c'est lui. 5 mois. Retenez ce chiffre. 142 jours, très exactement. C'est le temps qui sépare ce 17 octobre du 5 mars 1953, le jour où le cœur de Staline s'arrête, dans une datcha de Kuntsevo, à quelques kilomètres de Moscou, pendant que ses gardes n'osent pas entrer dans sa chambre sans y avoir été convoqués. 5 mois. C'est le délai entre ce plénum halluciné et la mort du plus absolu des tyrans du XXe siècle. 5 mois pendant lesquels l'Union soviétique, le monde entier, vivront dans l'attente d'un coup de tonnerre permanent. Mais ce matin-là, dans la salle du Kremlin, personne ne sait encore que cette journée sera la dernière grande scène d'un règne qui a englouti des millions de vies. Ce que sait chacun des présents, en revanche, c'est que quelque chose vient de basculer, irrémédiablement. Qui sont ces hommes autour de Staline, qui pâlissent, qui serrent les mâchoires, qui s'enfoncent dans leur siège comme pour disparaître? Ce sont les prétendants. Les héritiers présomptifs d'un empire continental. Malenkov, donc, le secrétaire du comité central, l'ombre patiente, le bureaucrate lisse. Molotov, le vieux bolchevique, le bras droit de toujours, celui qui a négocié avec Hitler, puis avec Roosevelt, l'homme d'État à l'ancienne. Mikoyan, l'Arménien rusé qui a traversé tous les régimes, de Lénine à Staline, et qui croit, à tort,
qu'il traversera aussi le suivant. Kaganovitch, le terrible Lazare, l'organisateur des famines ukrainiennes, le pourvoyeur de chair à moulin. Vorochilov, le maréchal de parade, le soldat en uniforme qui n'a jamais vraiment vu le feu. Beria, enfin, le maître du NKVD, l'ogre aux mains sanglantes, celui qui fait trembler tout le monde et qui tremble lui-même, dit-on, quand Staline le regarde. Tous sont là, tous écoutent, tous attendent le premier coup. Et le premier coup tombe. Camarades, ce n'est pas une session du Soviet suprême, ce n'est pas un meeting pour la défense de la paix. Nous sommes réunis pour une conversation sérieuse. La phrase d'ouverture, rapportée par les rares témoins qui ont laissé des notes, suffit à glacer l'assemblée. Staline ne vient pas commenter un ordre du jour, il vient ouvrir une chasse au gros gibier. Et le gibier, c'est sa propre cour. Les mots qui suivent claquent dans le silence. Dans le parti, il n'y a pas d'unité. 5 syllabes en russe. 5 syllabes qui font l'effet d'une bombe. Les accusations se succèdent, méthodiques, implacables. On a pris des décisions sans moi. On a agi dans mon dos. On a fait preuve d'initiative. On s'est cru permis. Et chaque accusation vise un homme. Toujours le même homme. Toujours le même cercle. La vieille garde. Ceux qui croyaient avoir une place réservée dans le cercueil du maître, à côté du cercueil du maître. Au 3e rang, Simonov note. Au 4e rang, le premier secrétaire du comité régional de Stavropol griffonne fébrilement dans un carnet. Un peu plus loin, un responsable de l'appareil du comité central serre les poings sous la table. Tous comprennent qu'ils assistent à quelque chose d'inouï. À un spectacle jamais vu dans l'histoire du pouvoir soviétique. Le tsar rouge, celui qui a dévoré les siens depuis un quart de siècle, qui a écrasé les vieux bolcheviks un par un, qui a envoyé Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov, Toukhatchevski et des centaines d'autres à la mort, ce tsar-là, à 73 ans, à demi paralysé, presque moribond, convoque ses derniers fidèles et leur annonce qu'ils ne sont plus dignes. Qu'ils ont trahi, qu'ils ont rusé, qu'ils doivent céder la place, et qu'ils comptent le vérifier. Séance tenante. C'est ici, dans cette salle, en ce matin d'octobre, que se joue la dernière scène du plus long règne de l'histoire russe. Une scène dont les coulisses resteront à jamais obscures, car aucune sténographie n'a survécu, aucun protocole officiel n'a été conservé, aucune bande sonore n'a été retrouvée. Tout ce que nous savons, nous le devons au carnet de quelques privilégiés, assis au bon endroit, au bon moment, ce 17 octobre 1952. Et à l'aveu rétrospectif de ceux qui, comme Nikita Khrouchtchev, ont survécu assez longtemps pour parler, ou pour écrire, dans leur mémoire, que ce jour-là, oui, vraiment, ils ont compris que quelque chose venait de finir. Quelque chose. Et peut-être quelqu'un. Pour comprendre ce qui s'est joué dans la salle du Kremlin ce 17 octobre 1952, il faut d'abord remonter quelques jours en arrière. Quelques jours seulement. Juste assez pour mesurer l'effrayant contraste entre la tranquillité de façade et la tempête qui couve. Le 5 octobre 1952, dans une Moscou encore engourdie par l'automne, s'ouvre le 19e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Un événement en apparence routinier, une de ces grandes messes politiques où l'on célèbre les acquis, où l'on vote à l'unanimité, où l'on acclame le secrétaire général pendant une durée strictement calculée. Le dernier congrès du parti remontait à 1939, 13 ans plus tôt. 13 ans qui ont englouti la plus grande guerre de l'histoire humaine, la mort de 27 millions de soviétiques, la bombe atomique, le début de la guerre froide, la rupture avec l'ancien allié américain, la construction du camp socialiste de l'autre côté du rideau de fer. 13 ans pendant lesquels le monde a changé de fond en comble, et pendant lesquels le parti, lui, n'a pas tenu un seul congrès. Le Kremlin a donc soigné la mise en scène. Les délégués affluent de toutes les républiques, de toutes les régions, de tous les districts.
Les portraits du chef ornent les façades. La presse aligne les éditoriaux dithyrambiques. Le ton général est celui d'une communion. On procède à un changement de nom d'abord, et ce n'est pas rien. Le vieux sigle VKP, Parti communiste pan-russe des bolcheviks, est solennellement remplacé par l'appellation KPSS, Parti communiste de l'Union soviétique. Un détail de vocabulaire, en apparence. En réalité, un signal. La Russie devient officiellement le centre d'un système multinational. Le Kremlin devient officiellement le centre du monde communiste. On voit ensuite un nouveau statut. On remanie les structures. Et, surtout, on procède à une réforme discrète mais capitale. Le Politburo, cette instance suprême qui ne comptait jusque-là que 10 membres, est dissous. Il est remplacé par un présidium élargi du comité central, qui comptera désormais 25 sièges. 10 membres deviennent 25. Une multiplication par 2,5. Officiellement, c'est une modernisation, un élargissement démocratique, une respiration. Officieusement, c'est un tremblement de terre politique. Car ajouter 15 voix à une instance, c'est noyer les barons historiques sous une marée de nouveaux visages. C'est diluer le poids des Molotov, des Mikoyan, des Kaganovitch, des Vorochilov. C'est, en un mot, préparer le terrain. Mais à quoi ? Personne ne le sait encore. Ou plutôt, tout le monde fait semblant de ne pas le savoir. Le jour de l'ouverture du congrès, Staline paraît. Il est attendu. C'est l'événement central, le moment que toute la salle attend. Et il prononce un discours. Le discours qu'il prononce dure 7 minutes. 7 petites minutes. Un texte bref sur la situation internationale, sur la solidarité des travailleurs, sur les mots d'ordre classiques. Pas une seule ligne sur la politique intérieure. Pas une seule allusion au futur. Pas une seule mise en garde. La salle applaudit bien sûr. Longuement, mécaniquement. Les délégués se lèvent à l'unisson quand le chef regagne sa place. Le 14 octobre, la Pravda publie le texte intégral de cette allocution. Le 15, on clôt le congrès. Le 16, les délégués quittent Moscou. Ils rentrent chez eux avec, dans la poitrine, le sentiment du devoir accompli. Un bon congrès en somme. Un congrès sans drame, sans purge, sans surprise. Un congrès ennuyeux, à peine digne des annales. Et c'est précisément là que le piège se referme. Car pendant que les délégués reprennent le train, pendant que les éditorialistes rédigent leurs commentaires satisfaits, pendant que la machine à célébrer continue de tourner à plein régime, le vieux loup du Kremlin prépare autre chose. Quelque chose que personne n'a vu venir. Quelque chose qui se tient tapi derrière les portes du Kremlin, à quelques centaines de mètres seulement des colonnes de voitures qui emmènent les congressistes vers leur province. Ce quelque chose, c'est le plénum du comité central qui doit se tenir le lendemain, le 17 octobre. Le comité central, fraîchement élu par le Congrès, doit se réunir pour valider la composition des organes dirigeants. Le présidium élargi, le secrétariat, les commissions. Une formalité. Une simple formalité administrative, pensent les nouveaux élus. Ils se trompent. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car Staline, ce jour-là, n'est pas l'homme qu'ils ont vu 3 jours plus tôt à la tribune du Congrès. Là-bas, sur l'estrade officielle, devant les micros et les caméras, ils ont aperçu un vieillard fatigué, à la voix éteinte, aux gestes lents, au regard lointain. Nikita Khrouchtchev, qui observe beaucoup et qui retient tout, le racontera plus tard dans ses mémoires avec une précision cruelle. Tout le monde comprenait qu'il était physiquement faible. Ses 2 attaques cérébrales ne s'étaient pas dissipées sans laisser de traces. Il parlait bas, avec peine. Voilà ce que les délégués ont vu pendant 7 minutes au Congrès. Et voilà ce qu'ils ont emporté dans leur bagage. L'image d'un patriarche à bout de souffle, d'un mourant qui s'accroche à son fauteuil par la seule force de l'inertie.
Mais ce 17 octobre, dans la salle du Kremlin, ce n'est plus le même homme. C'est un fantôme, dira plus tard l'un des témoins. Un revenant. Un spectre surgissant d'un autre âge. La voix s'est raffermie, le regard est devenu tranchant, le corps, raide depuis des mois, semble avoir retrouvé une rigidité martiale. Et surtout, il parle. Sans papier, sans dossier, sans notes, 1 heure et demie durant. Comme si toutes les forces que la maladie lui avait volées ces derniers mois s'étaient brusquement reconstituées, d'un coup, en une flambée finale. Comme si le vieillard avait attendu ce moment précis pour se révéler, une dernière fois, dans toute sa brutalité première. C'est ce contraste qui frappe les témoins. C'est ce contraste qui transforme le plénum en moment historique. Staline, le paralytique, parle comme il parlait dans les années 30, au temps de la terreur. Staline, le mourant, tense ses héritiers comme il tensait les vieux bolcheviks au temps des procès de Moscou. Staline, l'homme qu'on enterrait déjà mentalement, se dresse sur ses 2 jambes et du haut de sa stature retrouvée, désigne chacun de ses successeurs potentiels et lui dit, en substance, en des mots que les témoins ne savent pas encore citer exactement, mais dont le sens est limpide, « Vous ne valez rien, vous ne tiendrez pas, vous trahirez. » Et derrière ces mots, un autre, plus terrible encore, que les témoins n'oublieront jamais. Nous, les vieux, nous allons bientôt mourir. C'est la phrase qui ouvre les abîmes. C'est la phrase qui transforme un discours en sentence. Car celui qui parle, ce jour-là, ce n'est plus un dirigeant qui expose un programme. C'est un mourant qui dicte son testament. Un testament fait de peur, de soupçons, de mise en garde. Et surtout, un testament qui exige que la vieille génération, sa propre génération, celle qui a fait la révolution, qui a construit l'État, qui a gagné la guerre, qui a survécu à Hitler, cède la place. À qui ? Aux jeunes. À ceux que Staline veut voir former pendant 10 ans, 15 ans, avant de prendre la moindre responsabilité. Aux visages inconnus qui devront remplacer les figures de légende, et dont il donne lui-même la liste, un à un, avec la minutie d'un horloger. Les délégués du 19e congrès rentrent chez eux le 16 octobre, et rien dans leurs valises ne les prépare à ce qui les attend le lendemain. Ils ont vécu un congrès pépère, ils ont applaudi un discours de 7 minutes, ils ont validé un nouveau sigle, un nouveau statut, un nouveau présidium. Ils se sont crus à l'abri. Et pendant ce temps, à quelques centaines de mètres, le vieux maître du Kremlin achevait de préparer son dernier coup. Un coup qui ne visait ni l'étranger, ni l'adversaire de classe, ni le capitalisme mondial. Un coup qui visait, en pleine face, ses propres héritiers, ses propres lieutenants, ses propres complices de 30 années de pouvoir absolu. Personne, ce matin du 17 octobre, en franchissant les portes du Kremlin, ne sait que le congrès vient de se clore et que l'apocalypse commence. Personne, sauf Staline. Le 17 octobre 1952, à 9h du matin précise, les portes du Kremlin se referment sur le plénum du comité central. 250 membres titulaires, 176 suppléants, quelques invités triés sur le volet. L'ordre du jour, sur le papier, est d'une dictée confondante. Élection du présidium et du secrétariat. Formalité pure. 1 point, 2 points, 3 points. Quelques bulletins à remplir, quelques bulletins à compter, et tout le monde rentre déjeuner. Voilà ce que croient, ce que veulent croire les héritiers assis au premier rang. Malenkov, secrétaire du comité central, le premier d'entre eux, s'installe à la tribune avec la déférence de rigueur. Il ouvre la séance, salue le secrétaire général, déroule les premières phrases. Et puis il s'efface. Parce que le secrétaire général, justement, se lève. Iosif Vissarionovitch Staline, 73 ans, 2 attaques cérébrales dans le corps, se hisse à la tribune. Sans feuille, sans dossier, sans la moindre fiche cartonnée. Le silence se fait, total, minéral. Et le discours commence.
1h30. 90 minutes de feu roulant. Staline ne lit rien. Il parle, et chaque mot semble avoir été forgé dans l'acier. Le contraste avec le discours de 7 minutes prononcé 3 jours plus tôt au Congrès est si violent que plusieurs témoins, dans leurs notes ultérieures, parleront d'un véritable choc. L'homme à la voix éteinte, au pas traînant, au regard voilé, s'est mué en une autre créature. Une créature d'avant. La voix claque, le verbe tranche, le geste appuie. Et surtout, la cible est désignée d'entrée de jeu, sans faux fuyant, sans périphrase. La première bordée frappe la vieille garde dans son ensemble. Dans le parti, il n'y a pas d'unité. 5 mots en russe. 5 mots qui valent condamnation. Les décisions ont été prises sans lui, explique le maître, dans son dos, à son insu. On a fait preuve d'initiative, d'autonomie, de cette liberté d'allure que Staline ne tolère de personne. Et l'accusation ne reste pas dans les généralités. Elle descend, immédiatement, dans le détail des noms et des actes. Premier nom, Vyacheslav Molotov, le vieux compagnon, l'ami de 30 ans, l'homme qui a négocié le pacte germano-soviétique, qui a serré la main de Ribbentrop, qui a signé la paix avec Hitler, puis qui a serré la main de Stettinius, qui a négocié avec les Anglo-Américains. Le dauphin inusable, croit-on, de Staline. Mais Staline, ce matin-là, le prend à partie comme un instituteur prendrait un élève surpris à copier. 3 accusations. 3 coups de boutoir. Premièrement, Molotov a donné son accord à l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour que la presse bourgeoise soit diffusée en Union soviétique. Camarade Molotov, vous voudriez donc que les soviétiques lisent la propagande impérialiste ? Deuxièmement, Molotov a soutenu la création de l'État d'Israël. Troisièmement, et c'est le coup le plus dur, Molotov a proposé de céder la Crimée aux Juifs. La Crimée, cette terre, souligne Staline, trempée du sang de nos soldats. Un membre du Politburo qui propose de brader la Crimée aux nouveaux venus d'Israël, voilà qui mérite explication. Voilà qui mérite beaucoup plus qu'une explication d'ailleurs, et chacun dans la salle comprend que derrière l'accusation politique se profile une menace autrement plus inquiétante. La salle, elle, ne sait pas encore que cette accusation de sionisme vaut, dans la logique soviétique, accusation de trahison. Et l'accusation de trahison, dans le vocabulaire stalinien, ne connaît qu'une seule issue. Deuxième nom, Anastas Mikoyan. L'Arménien à la barbe grise, le survivant par excellence, celui qui disait, non sans humour, être passé d'Ilitch à Ilitch, autrement dit de Lénine à Staline, en évitant tous les pièges. Staline, ce jour-là, le crible d'une accusation simple. Le camarade Mikoyan fait du sabotage. Le mot est lâché. Sabotage. Et pour que chacun comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'une métaphore, Staline raconte une scène précise, vieille de quelques semaines. Mikoyan s'est opposé à l'augmentation de l'impôt agricole. Il a défendu les kolkhozes et les kolkhoziens. Il a plaidé pour la progressivité, pour la prudence, pour l'indulgence envers la paysannerie. Ils doivent payer pour leurs erreurs, tonne Staline. Ils ne font pas leur travail, qu'ils paient, et vous les défendez. Et Staline assène alors la comparaison qui fait frémir toute l'Assemblée. Vous me rappelez Mikhail Froumkine. Vous souvenez-vous de lui ? Il défendait lui aussi les paysans. Il parlait lui aussi de progressivité. Vous savez tous comment il a fini. Froumkine, fusillé en 1938 pendant les Grandes Purges. Mikoyan reste assis, livide, comme foudroyé. Il sait, tout le monde sait, que Staline vient de signer son arrêt de mort en public. Troisième nom, Lazar Kaganovitch. Le frère de lait de Staline, dit-on. L'organisateur des famines en Ukraine, le pourvoyeur de la terreur industrielle. Staline lui reproche, sans hausser la voix, sans dramatiser, d'avoir couvert le désordre au ministère des chemins de fer. Le mot qui revient est bureaucratie. Et le mot que Staline invente, ou popularise, ce jour-là, c'est votchina, le système des chefs. Une accusation à peine codée,
Kaganovitch aurait couvert des dysfonctionnements graves dans un secteur stratégique. Et qui dit couverture, dans le parti, dit complicité. 4e nom, Kliment Vorochilov. Le maréchal à la tunique galonnée, le héros en carton-pâte de la guerre civile. L'homme qui a accepté, en 1940, le titre de président du Soviet suprême pour mieux disparaître dans la coulisse. Staline lui reproche son incompétence militaire et, plus perfide encore, l'exagération de son rôle dans la guerre civile. Le maréchal de légende, le symbole de la victoire rouge, transformé en pleine salle du Kremlin en empaffé vaniteux. L'affront est public, il est absolu. Puis vient la phrase qui coupe le souffle, celle qui suspend le temps, celle que les témoins n'oublieront jamais. Nous, les vieux, nous allons bientôt mourir. Et après cette phrase, comme si elle ne suffisait pas, une exigence chiffrée, presque comptable. Il faut préparer de jeunes cadres. Pas pour demain, pour dans 10 ans, pour dans 15 ans. Une génération entière à former, à polir, à endoctriner, avant qu'elle ne soit digne de prendre la moindre responsabilité. Staline ne dit pas qui, Staline ne désigne pas de nom, mais tout le monde sait que la jeune génération, ce sont précisément les visages nouveaux, introduits au présidium élargi, ces 25 membres dont 10 sont les anciens et 15 sont les inconnus. Et que les Molotov, les Mikoyan, les Kaganovitch, les Vorochilov, Malenkov et Beria ne sont pas, ne seront pas, ne doivent pas être dans ce tableau de chasse parmi les futurs. Et puis vient la scène que personne n'attendait. La scène qui transforme le discours en piège et le plénum en théâtre. Staline, dit-on, se redresse. Sa voix, qui portait depuis 90 minutes sans faiblir, se brise, soudain, sur une note presque lasse. Et il prononce les mots qu'aucun dirigeant soviétique, en aucune circonstance, n'a jamais prononcés publiquement. Il demande à être relevé de ses fonctions. À la fois président du Conseil des ministres et secrétaire général du comité central. Il se dit trop vieux. Il se dit fatigué. Il se dit incapable de porter plus longtemps le poids de la responsabilité. Je suis trop vieux pour ce travail. Je suis épuisé. Je ne peux plus assumer. Je vous prie de me libérer de mes obligations. Le silence qui suit est celui de la mort. Personne ne bouge. Personne ne respire. À l'autre bout de la salle, Georgi Malenkov devient blanc. Konstantin Simonov, assis au 3e rang, note plus tard qu'il a craint un malaise. Que le teint de Malenkov était celui d'un homme qui voit sa propre fin. Car Malenkov comprend, avant tout le monde, que ce n'est pas une démission. C'est une épreuve. Une épreuve ultime, celle que Staline a passé sa vie à imaginer et à perfectionner. Qui va se lever pour le retenir? Qui va plaider? Qui va supplier? Et surtout, qui va se taire? Qui va détourner le regard? Qui va, par son silence même, se condamner? Malenkov réagit le premier. C'est lui qui amorce ce mouvement. C'est lui qui se lève, fait un pas en avant, lève les bras, implore le secrétaire général, demande au parti, demande à l'histoire de ne pas accepter cette démission. Et la salle, comme un seul homme, se dresse. Des mains se tendent, des voix s'élèvent, on crie, on supplie, on conjure. Non, camarade Staline, non, nous ne pouvons pas sans vous. Pendant 10 bonnes minutes, le vieux maître contemple ce théâtre. Il observe qui pleure, qui sanglote, qui joue la comédie avec conviction, qui, au contraire, reste assis, les yeux rivés au sol, les mains figées, la bouche close. Lui qui a toujours su lire les visages, qui a toujours su deviner les arrière-pensées, qui a passé sa vie à séparer l'ivraie du bon grain, trie une dernière fois ses fidèles. Repère les faibles, repère les lâches, repère les ambitieux.
repère ceux qui, peut-être, attendaient au fond d'eux-mêmes cette démission qu'ils n'osaient pas espérer. Et puis, quand la salle s'est suffisamment vidée de ses larmes, quand les voix se sont tues, Staline lève la main. Le geste est lent, il est souverain, il est paternel. Et il prononce la phrase qui referme le piège. « Bien, camarades, je vois que vous insistez. Je m'incline devant la volonté du parti. Je reste. » La salle explose, la salle applaudit, la salle pleure de soulagement. Mais Malenkov, Mikoyan, Molotov, Kaganovitch, Vorochilov, Beria, tous les héritiers savent, en cet instant précis, qu'ils ne sont pas sortis du piège. Ils y sont entrés un peu plus. Et que ce 17 octobre, dans la salle du Kremlin, vient de sonner, à coups de canon, le dernier acte du règne. Le plus étrange commence après le discours, ou plus exactement, l'étrangeté commence par une absence si totale, si déroutante, si inconcevable dans un système soviétique censé tout consigner, tout répertorier, tout archiver, qu'elle suffit à transformer ce 17 octobre 1952 en énigme. Aucune sténographie du discours n'a survécu, aucun protocole officiel, aucune bande sonore, aucun compte-rendu écrit, signé, validé, rien. Le vide, le néant documentaire le plus complet. Or, dans l'appareil soviétique, ce silence est un non-sens absolu. Le Kremlin employait des armées de sténographes professionnels. Des femmes, pour la plupart, formées dès l'adolescence à la prise en note ultra rapide, affectées en permanence aux séances du comité central, du Conseil des ministres, du Soviet suprême. Elles étaient présentes dans la salle, ce 17 octobre. Plusieurs témoins l'ont confirmé. On en a même identifié une par son prénom et son patronyme. Maria Petrovna, une employée chevronnée de l'appareil. Et toutes ont été convoquées, dans les heures qui ont suivi la clôture du plénum, avec une consigne simple, glaçante, inoubliable. Remettez tous vos carnets, tout, jusqu'au dernier, et oubliez ce que vous avez entendu. Maria Petrovna, selon les mémoires d'un responsable du comité central publiés des décennies plus tard, a obtempéré. Ses carnets ont disparu dans les archives secrètes. Elle-même a été mutée, une semaine plus tard, dans un autre département, à l'autre bout de Moscou. Et elle n'a plus jamais reparlé de ce qu'elle avait sténographié ce matin-là. Comme si rien ne s'était passé. Comme si ce discours n'avait jamais existé. Le 18 octobre, la Pravda publie un entrefilet. Un entrefilet de quelques lignes, laconique à en pleurer. Le plénum du comité central du KPSS a élu le présidium et le secrétariat du comité central. Point. Pas un mot sur le discours. Pas un mot sur la démission avortée. Pas un mot sur la charge contre Molotov. Pas un mot sur Mikoyan comparé à Frumkin. Pas un mot sur Kaganovitch, ni sur Vorochilov. Un communiqué de pure routine administrative, comme si le comité central s'était borné à valider une liste de noms. Comme si les 25 membres du nouveau présidium n'avaient rien fait d'autre que de cocher des bulletins. Comme si Staline n'avait pas parlé pendant 90 minutes. Alors, que s'est-il vraiment dit dans cette salle ? Comment le sait-on, puisque rien n'a été conservé ? On le sait par bribes. On le sait par lambeaux. On le sait par les carnets de quelques privilégiés qui ont eu l'audace, ou l'inconscience, de noter en vitesse ce qu'ils entendaient, en sachant pertinemment qu'ils risquaient gros à le faire. Le premier de ces trésors est le journal de Konstantin Simonov. Le grand écrivain soviétique, futur prix Lénine, assis au 3e rang ce matin-là, a reconstitué, parfois le soir même, parfois des semaines plus tard, le fil du discours. Ces notes sont devenues, au fil des décennies, l'une des sources principales de tous les historiens qui ont travaillé sur l'événement. Le deuxième trésor est le carnet d'un certain Léonid Efremov, premier secrétaire du comité régional de Koursk, dont les notes, plus brèves, plus sèches,
recoupent souvent celle de Simonov. Et derrière ces deux sources directes, il y a les souvenirs, les mémoires, les témoignages oraux, les conversations saisies au vol, les indiscrétions de couloir, les aveux entre deux vers. Ce que Mikoyan a glissé à son fils Sergo en rentrant ce soir-là. Ce que Khrouchtchev a raconté des années plus tard dans ses mémoires publiées à l'étranger. Ce que Beria, dit-on, a murmuré à ses confidents avant de mourir. Ce qu'un secrétaire du comité régional de Stavropol a noté dans son journal intime. Prépare-toi au pire. Avec, en post-scriptum, la mention glaçante que sa famille, ce soir-là, a sorti les vêtements chauds du placard, en prévision d'une possible arrestation. 3 grandes explications historiques, 3 grandes grilles de lecture ont été proposées par les chercheurs pour rendre compte de ce discours. 3 thèses, aussi convaincantes les unes que les autres, aussi terrifiantes les unes que les autres, et que les historiens Roy Medvedev et Yores Medvedev, Oleg Klevniuk, Yuri Zhukov, Dimitri Volkogonov, Edvard Radzinsky, Yuri Emelianov ou encore le politologue Sergueï Kourguignan ont défendu avec des arguments différents. La première thèse est celle de la préparation d'une grande purge. Staline, sentant la mort proche, aurait voulu frapper une dernière fois, comme il avait frappé en 1937, mais en mieux ciblé. La vieille garde, Malenkov, Molotov, Mikoyan, Kaganovitch, Voroshilov, auraient dû être arrêtés, jugés, fusillés, remplacés par des hommes nouveaux, frais, malléables, endoctrinés. Le présidium élargi à 25 sièges, dont 15 nouveaux venus, serait le premier acte de cette refonte sanglante. Le discours du 17 octobre en aurait été le premier coup de semonce. Et l'absence de toute trace écrite s'expliquerait par la volonté, une fois Staline mort, des nouveaux maîtres du Kremlin de ne surtout pas laisser paraître qu'une purge massive se préparait. Ce qui aurait été, en quelque sorte, la preuve la plus accablante du projet. La deuxième thèse est celle de l'ultime épreuve de loyauté. Staline, affaibli, sentant son autorité vaciller, aurait voulu tester une dernière fois ceux qui allaient lui survivre. Le discours n'aurait pas été un acte d'accusation réel, mais une mise en scène, un piège psychologique. En menaçant de démissionner, en provoquant la panique, en forçant ses successeurs à supplier à genoux, il aurait voulu savoir qui l'aimait, qui le craignait, qui calculait, qui attendait sa mort dans l'ombre. Et les réponses qu'il a lues ce matin-là, dans les yeux, dans les gestes, dans les silences de chacun, auraient suffi, selon cette thèse, à le rassurer ou à le terrifier. Le vide documentaire serait alors une volonté de Staline lui-même, effacer les traces d'une manipulation trop intime pour être exposée au regard de la postérité. La troisième thèse, la plus sombre, fait du discours le déclencheur involontaire d'un complot. Staline, ce matin-là, aurait sous-estimé le niveau de peur et de rage qu'il instillait dans son propre entourage. En menaçant publiquement ses héritiers, en humiliant les vieux compagnons, en désignant des cibles, il aurait déclenché sans le vouloir la mécanique de sa propre perte. Les 5 mois qui suivront, jusqu'à sa mort le 5 mars 1953, seraient moins le compte à rebours d'une agonie naturelle que les préparatifs minutieux d'une élimination. Une thèse accréditée par certains historiens, jamais prouvée, jamais démontrée, mais toujours vivace. Car en effet, que s'est-il passé dans les semaines et les mois qui ont suivi le 17 octobre ? Les témoignages convergent. Une atmosphère de terreur s'est abattue sur l'élite soviétique. À Moscou, dans les datchas, dans les cuisines, dans les promenades du dimanche, on ne parlait plus que de cela. Les Molotov, les Mikoyan, les Kaganovitch, les Malenkov attendaient leur arrestation. Les hauts fonctionnaires préparaient des valises. Les secrétaires de province relisaient, d'une main tremblante, leur propre dossier. 2 mois après le plénum, un nouveau coup de tonnerre éclate. En janvier 1953, Staline déclenche l'affaire des médecins saboteurs. 9 médecins, pour la plupart juifs, sont arrêtés, accusés d'avoir empoisonné
ou tenter d'empoisonner des dirigeants soviétiques, dont Staline lui-même. Le mot qui revient, dans les tracts officiels, est celui de sionisme. Un mot qui, dans la bouche du Kremlin, vaut arrêt de mort. Beria, dit-on, met ses hommes sur l'affaire avec une ardeur qui sent la panique. Et c'est dans ce climat, exactement dans ce climat, que Staline meurt, le 5 mars 1953. Mais avant la mort, il y a un dernier moment. Un dernier moment qui a échappé, lui aussi, à toute sténographie, à toute archive, à toute conservation. La dernière partie du discours, celle qui vient après les accusations contre la vieille garde, après la fausse démission, après la simulation de l'attachement du parti. Une partie que beaucoup d'historiens considèrent, aujourd'hui encore, comme le véritable testament politique de Staline. Sur la situation internationale, le maître prononce des phrases qui résonnent étrangement. Phrases sur la bourgeoisie d'autrefois, qui se permettait de défendre les libertés démocratiques pour se donner une image populaire. Phrases sur la bourgeoisie d'aujourd'hui, qui ne reconnaît plus aucun droit, sinon celui des détenteurs de capitaux, et qui traite les autres citoyens en matière première. Phrases sur la bourgeoisie d'autrefois, qui prétendait défendre la patrie et l'indépendance nationale. Phrases sur la bourgeoisie d'aujourd'hui, qui brade ces mêmes indépendances pour des dollars. Et puis la phrase qui sert de conclusion, et que les témoins ont retenue mot pour mot. Le drapeau de l'indépendance nationale et de la souveraineté nationale a été jeté par-dessus bord. Il n'y a pas de doute que ce drapeau, il vous faudra, à vous, représentants des partis communistes et démocratiques, le ramasser. Si vous voulez être les patriotes de votre pays, si vous voulez devenir la force dirigeante de la nation. Des mots de 1952. Des mots qui annoncent, sans que personne ne le sache, l'effondrement de 1991. Des mots qui, prononcés par un mourant, dans une salle fermée, sans témoin officiel, sans sténographie conservée, sans publication, sont devenus, au fil des décennies, une prophétie. La prophétie posthume d'un tyran qui voyait plus loin que ses propres successeurs et qui savait, peut-être mieux que quiconque, ce qui attendait, derrière le rideau de fer, les peuples qui avaient oublié le sens du mot souveraineté. C'est cette phrase, autant que le piège de la fausse démission, qui hante encore aujourd'hui les historiens de Staline. Car cette phrase, elle, n'a pas disparu. Elle a survécu, transmise de bouche à oreille, recopiée dans des carnets clandestins, exhumée dans les années 90 par les chercheurs. Et c'est elle qui donne au discours du 17 octobre sa véritable dimension. Au-delà de la purge, au-delà de la manipulation, au-delà du complot, c'est une vision du monde qui s'exprime. Une vision terrifiante. Et une vision tragiquement juste. 5 mois, 142 jours exactement. C'est le temps qui s'écoule entre ce 17 octobre halluciné et le 5 mars 1953, le jour où le monde apprend sidéré qu'Iosif Vissarionovitch Staline est mort. 5 mois pendant lesquels l'Union soviétique, l'Europe, la planète entière vivent suspendus à un fil. 5 mois pendant lesquels la terreur ne retombe pas, au contraire, s'épaissit encore, jusqu'à devenir irrespirable. Car le 17 octobre n'a pas refermé la parenthèse, il l'a ouverte. Comme une boîte de Pandore, comme une grenade dont on a retiré la goupille et qui attend, immobile, dans la paume de la main, la seconde où elle va exploser. Les héritiers désignés rentrent chez eux ce soir-là, avec la certitude que l'étau s'est resserré. Georgi Malenkov, à demi mort de peur, n'a pas encore repris ses esprits, qu'il prépare déjà sa défense. On raconte qu'il a fait brûler, dans la soirée même, plusieurs dossiers compromettants, et qu'il a passé une partie de la nuit à rédiger, mentalement, les phrases qu'il prononcerait le lendemain si on venait l'arrêter. Molotov, le vieux compagnon, reste prostré pendant 48 heures dans sa datcha, refusant tout contact. Mikoyan, raconte son fils Sergo, rentre complètement effondré. Père est revenu de ce plénum absolument brisé, dira plus tard Sergo Mikoyan. Il a dit à ma mère, c'est fini pour nous tous. Beria,
le chef du NKVD, qui passe pourtant sa vie à faire peur aux autres, est pris de tremblements. Plusieurs témoins le décrivent ces jours-ci comme un animal traqué. Il ne tient pas en place. Il convoque, dans son bureau, des réunions à huis clos. Il consulte des astrologues, dit-on, dans les marges de la raison. Il multiplie les déclarations de loyauté à Staline, comme pour conjurer le sort. Et un officier supérieur du KGB, qui observe ces manœuvres, note, dans un carnet que la postérité retrouvera, la phrase terrible « Le vieux a complètement perdu la tête. Il nous entraîne tous dans sa perte. » Staline, lui, ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Les témoins qui le croisent dans les semaines qui suivent le plénum sont frappés par une énergie nouvelle, presque obscène, presque indécente, chez un homme dont tout le monde sait qu'il est physiquement à bout. Le secrétaire général continue de recevoir des visiteurs, il continue de signer des décrets, il continue de présider des réunions tard dans la nuit, dans son bureau du Kremlin ou dans sa datcha de Kuntsevo. Il appelle des responsables de province, des officiers, des secrétaires du parti, à n'importe quelle heure, et il leur parle, pendant des heures, avec une précision d'entomologiste. Il consulte des dossiers, il pose des questions, il exige des comptes. Et chaque conversation, chaque coup de téléphone, chaque signature alimente la terreur. Parce que personne ne sait si la prochaine signature, le prochain coup de téléphone, ne sera pas le sien. Personne ne sait si Staline, en faisant semblant de travailler, ne prépare pas en réalité la grande rafle. Au cœur de cette terreur, un événement surgit, qui semble confirmer toutes les peurs. 2 mois après le plénum, en janvier 1953, l'affaire des médecins saboteurs est lancée. 9 praticiens, la plupart juifs, sont arrêtés. On les accuse d'avoir empoisonné, ou tenté d'empoisonner, plusieurs dirigeants soviétiques, au premier rang desquels Staline lui-même. Le mot qui revient dans les tracts, dans les éditoriaux de la Pravda, dans les déclarations officielles, est le mot sionisme. Un mot qui, dans la bouche du Kremlin, vaut accusation de trahison en bande organisée, et qui, depuis des décennies, signifie, en pratique, arrestation, déportation, exécution. La famille Mikoyan est directement menacée. La famille Molotov aussi. Plusieurs de leurs proches sont inquiétés, interrogés, maintenus en résidence surveillée. Des pogroms larvés, à mots couverts, se préparent dans les provinces. C'est, écrit-on à l'époque, le prélude à une vague d'expulsion massive des Juifs soviétiques vers la Sibérie orientale. Et c'est dans ce climat, exactement dans ce climat, que survient le 5 mars 1953. Ce matin-là, selon le récit reconstitué depuis par les historiens, Staline se trouve dans sa datcha de Kuntsevo, à quelques kilomètres à l'ouest de Moscou. Il a passé la soirée précédente à regarder un film au cinéma, en compagnie de quelques proches. Il s'est couché tard. Le matin, on le retrouve inanimé dans sa chambre. Paralysie du côté droit, incontinence, perte de conscience. Une attaque cérébrale massive, dit-on dans les communiqués officiels. Le diagnostic, techniquement, est plausible. Staline, à 73 ans, après 2 accidents vasculaires cérébraux précédents, était une bombe à retardement médical. Et l'âge, la fatigue, la tension ont fait le reste. Mais la suite du récit bascule dans l'étrange. Car les gardes du chef, paraît-il, n'osent pas entrer dans la chambre. Ils n'osent pas, sans y avoir été explicitement autorisés, franchir le seuil du sanctuaire. Une consigne tacite, héritée de 20 années de dictature. On ne dérange pas Staline. On ne pénètre pas chez Staline. On n'entre jamais chez Staline sans y avoir été convoqué. Et Staline, ce matin-là, n'a rien convoqué. Alors les gardes attendent. Debout dans le couloir. Boucan. Tamem Boucan. Ils attendent pendant des heures. Ils attendent jusqu'à ce que, finalement, un responsable plus haut placé arrive, force la porte, découvre le maître inanimé et appelle enfin les médecins. Plusieurs heures se sont écoulées. Plusieurs heures pendant lesquelles, selon certains témoins, un homme de l'entourage de Staline a tout loisir de circuler dans la datcha, d'approcher le mourant, de faire ce qu'il a à faire, de le sauver ou de l'achever. Le nom qui revient, dans les récits des historiens,
est celui de Beria, Lavrenti Pavlovitch Beria, chef du NKVD, l'homme aux mains sanglantes, l'ogre qui faisait trembler l'Union soviétique et qui, depuis le 17 octobre, ne dormait plus, dit-on, qu'avec un pistolet sous son oreiller. Selon plusieurs mémoires, dont ceux de Khrouchtchev, Beria s'est comporté, dans les derniers jours de Staline, d'une manière qui a frappé tous les témoins. Tantôt il jubilait, tantôt il était terrorisé. Et quand Staline est mort, le 5 mars au soir, après une agonie qui a duré toute la journée, Beria, raconte-t-on, n'a pas pris la peine de cacher son soulagement. Un historien soviétique, Dimitri Volkogonov, le décrit, dans les instants qui ont suivi la mort du maître, pâle, défait, vidé, et pourtant, paradoxalement, soulagé. Comme un prisonnier à qui on vient d'annoncer qu'il est libre. La rumeur d'un empoisonnement a couru, dès les premières heures, dans les couloirs du Kremlin. Elle court encore aujourd'hui. Edvard Radzinsky, notamment, l'a défendu avec des arguments indirects. Aucun élément matériel, aucune preuve formelle, aucune expertise médico-légale n'a jamais été rendue publique. Le rapport d'autopsie, signé le 6 mars, conclut, en termes soigneusement techniques, à une hémorragie cérébrale massive. Mais le rapport a été rédigé par des médecins qui travaillaient sous le contrôle direct de Beria. Et l'absence de tout élément matériel probant, dans un système où l'on produisait des preuves à la demande, ne plaide pas nécessairement pour la thèse naturelle. 3 scénarios alternatifs ont été proposés par les historiens pour expliquer ce qui se serait passé si Staline avait survécu. 3 scénarios que les chercheurs ont élaborés à partir des indices de menaces, disséminés dans les semaines qui ont suivi le 17 octobre. Le premier scénario est celui de la Grande Purge 2. Une vague d'arrestations, de déportations, d'exécutions massives aurait déferlé sur l'Union soviétique, comparable à celle de 1937. La vieille garde aurait été physiquement éliminée. Les cadres nouveaux du Présidium élargi, endoctrinés par Staline, auraient pris la relève. Les Juifs soviétiques auraient été la cible privilégiée de cette nouvelle terreur. Et le régime aurait survécu, peut-être, une décennie supplémentaire. Une décennie supplémentaire de silence, de peur, de sang. Le deuxième scénario est celui des réformes par le haut. Youri Emelianov, notamment, a défendu l'idée que Staline envisageait une libéralisation contrôlée du système. Davantage de pouvoir aux soviets locaux, davantage d'autonomie aux républiques, davantage de liberté à l'économie. Un vent de réforme, venu du sommet, aurait pu éviter la sclérose qui emportera l'URSS en 1991. Un scénario fragile par certains côtés, mais qui prend appui sur les dernières phrases du discours, celles qui annoncent le drapeau de la souveraineté nationale. Le troisième scénario, plus improbable, est celui de l'expansion extérieure. Sur fond de guerre de Corée, sur fond de tensions atomiques avec les États-Unis, Staline aurait pu déclencher une nouvelle offensive, en Europe, en Asie, ailleurs. Un scénario catastrophe qui aurait pu dévaster le monde. 3 scénarios, aucun ne s'est réalisé. Parce que Staline est mort le 5 mars 1953, dans sa datcha de Kuntsevo, après une agonie de plusieurs heures, pendant que ses gardes, Bouguin, 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 Bouguin. Et ils se sont jetés, dans les heures qui ont suivi sa mort, sur les dépouilles du pouvoir. Une lutte féroce, souterraine, impitoyable, qui aboutira, en quelques années, à la chute de Malenkov, à l'élimination de Beria, à l'ascension de Khrouchtchev et, à terme, à la grande révision de l'histoire soviétique que l'on connaît. Reste le discours, reste la sténographie perdue, restent les carnets clandestins, les mémoires tardifs, les témoignages de ceux qui, comme Simonov, comme Efremov, comme Sergo Mikoyan,